Tableau suivant, levier de progrès pour les entreprises, l'intelligence artificielle. Et pour cela, j'appelle Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Denis Muller. Bonjour. Bonjour. Alors, puisqu'on parle de levier de progrès, on a vu depuis le début des intervenants qui sont engagés, pour la plupart sans être optimistes, en tout cas confiants. Je pense de toute façon que c'est inéluctable, c'est une évolution technologique telle que personne ne peut aller contre. Donc, pour vous, quels sont les secteurs dans lesquels on est le plus en pointe aujourd'hui et vers lesquels on pourrait aujourd'hui s'orienter si on cherchait des idées d'entreprise à développer? Alors, je vais peut-être en 2 secondes présenter l'Association française pour l'intelligence artificielle. Avec plaisir. Qui est en fait la société savante française qui se donne pour objectif de faire se parler les différentes communautés académiques, donc de chercheurs dans ce domaine. En introduction, je dirais aussi qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un domaine beaucoup plus vaste que ce dont on parle en ce moment, qui n'est finalement que l'analyse statistique de données un petit peu avancée ou industrialisée. Ce n'est qu'une des 12 ou 15 branches de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup moins médiatiques en ce moment, qui ne sont pas sous le feu des projecteurs. Mais sachez qu'il y a une diversité absolument formidable de technologies. Vous vous êtes créé en 90, dans les années 90 ? L'association a été créée en 1989 pour préparer l'organisation du congrès mondial d'IA qui a eu lieu en France en 93. Et de quoi on parlait à l'époque, en 90 ? Comme aujourd'hui, on parlait un peu de... Alors, l'intelligence artificielle a été créée, le nom a été créé officiellement en 1956, donc c'est une très vieille affaire. Ouais. Le machine learning, donc ces techniques dont on parle aujourd'hui, ont été le plus souvent rejetées par cette discipline. C'était vu un peu comme le parent pauvre parce que finalement c'était un petit peu subalterne. Moi, c'est mon domaine et pendant 25 ans, j'ai vécu un petit peu cette mise à l'écart de mes technologies. C'est votre revanche là aujourd'hui, voilà. Là maintenant. Bon, c'est assez plaisant, c'est vrai qu'on est un peu dans un rêve. Je sais pas, c'était quoi les sujets des années 90 Alors, les sujets, quand on parlait de ça? Ça a été depuis très longtemps le traitement du langage. Ouais. Alors, au départ, l'ambition c'était modéliser le fonctionnement du cerveau humain. Les premiers chercheurs pensaient qu'il faudrait quelques années au maximum et quelques dizaines de chercheurs talentueux pour atteindre cet objectif. Donc on était en 1956. Aujourd'hui, on est en 2017, si je ne me trompe pas. Les objectifs initiaux ne sont pas du tout atteints encore. Donc on voit qu'on s'était lourdement trompé sur la facilité de modélisation de ces... Voilà. Sur la situation de la France, peut-être, parce qu'on a parlé ce matin, certains disent que ça y est, les GAFA sont maîtres du monde. Vous dites presque l'inverse, parce que les Français sont en très bonne position. La recherche académique française est de très haut niveau. En recherche. On fait partie des pays, je pense, qui sont parmi les plus avancés, les 10 plus avancés. Mais elle se vend beaucoup aussi à l'international, la recherche française. Elle n'est pas uniquement franco-française. Le patron du laboratoire IA Facebook, chacun sait maintenant qu'il s'agit d'Yann Lequin, qui a fait sa thèse 3 ou 4 ans avant moi, qu'on connaissait nous dans notre milieu depuis très longtemps. Enfin, c'est quelqu'un donc vous êtes le prochain non, moi c'est peut-être un peu trop tard. Mais voilà, donc ce sont des personnes dont on sait depuis très longtemps qu'elles maîtrisent des technologies tout à fait intéressantes et qui ont été reconnues par le marché relativement récemment. C'est lui d'ailleurs qui a lancé le terme deep learning pour donner une ultime chance à ces technologies d'atteindre les Alors pour revenir à la question de départ, donc sur la recherche, pas de souci, mais sur les secteurs industriels ou de services dans lesquels l'IA a un rôle important à jouer, ça, quasiment tous les domaines d'activité économique, quels sont les secteurs qui pour vous aujourd'hui sont les secteurs en pointe quand on regarde l'économie française ou peuvent l'être très rapidement? Je pense que le secteur le plus mûr, c'est la connaissance du client, la capacité de ces algorithmes à segmenter un marché, donc de comprendre quelles sont les différentes catégories de clients pour les adresser de façon spécifique. Donc ça, c'est relativement facile puisqu'il s'agit de faire des statistiques sur des données, des mesures qu'on a sur des clients. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand on a affaire à des données mesurées par des capteurs, parce que ces données sont compliquées à recueillir, sont compliquées à organiser. Et il y a une prise de conscience maintenant depuis quelques années des entreprises que la collecte des données et leur organisation est quelque chose de fondamental, mais ça reste extrêmement compliqué à faire. Et une fois qu'on aura répondu à cet enjeu de collecte des données,
là, on pourra déployer toutes ces technologies de façon beaucoup plus vaste que ce qu'on fait actuellement. Même question peut-être pour vous, Geoffroy, sur les secteurs qui vous semblent, en observant un peu les choses, être soit porteurs, soit potentiellement très porteurs. Quand on parle d'activités logées en France et après en Europe, hein. C'est le vert, il va intervenir tout seul, il y a un peu de... Bonjour à tous. Voilà. Manipulation. Peut-être voilà. un petit mot de précaution. Moi, je ne suis pas dans une société savante. Je suis intelligent, mais en tout cas, je suis très très loin d'avoir la compétence que vous avez dans le domaine. Je suis très heureux et fier d'avoir été invité, mais vous pardonnerez certaines approximations sur le sujet que je maîtrise beaucoup moins. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Si j'ai bien compris, c'est effectivement l'utilisation de statistiques en très grand nombre pour développer, améliorer des process ou des produits, mais si j'ai bien compris, ça ne s'arrête pas là. Parce que ça, c'est jamais que ce qu'on doit faire dans tous les métiers, en particulier dans les métiers qui recueillent beaucoup de statistiques. Bien compris, c'est de créer des systèmes qui apprennent en marchant, le fameux machine learning, et qui améliorent de manière automatique le produit, le process, en utilisant les données, et quelquefois les données des utilisateurs à leur insu, pour améliorer en continu. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est clair, c'est que manifestement, sur les données consommateurs grand public, l'Europe a perdu la première, la deuxième et la troisième mi-temps. Est-ce que c'est trop tard? Ça, c'est un débat. Est-ce qu'il y aura d'autres mi-temps? Est-ce qu'il y aura d'autres matchs? Enfin, chacun d'entre nous, moi je suis venu depuis le bureau du MEDEF en scooter, j'avais mis Waze, j'ai donné des tas d'informations à Google qui sait que le trajet pour faire l'avenue Bosquet, etc. Enfin bref, donc je passe mon temps, comme chacun d'entre vous, à donner des informations qui elles-mêmes nourrissent l'intelligence artificielle d'un certain nombre de GAFA. Là où le match paraît beaucoup plus ouvert, c'est dans tous les objets connectés, en particulier les objets connectés industriels, où là il y a beaucoup moins de données, beaucoup plus éparses. Il n'y a pas un grand collecteur ou des grands collecteurs de données. Et donc là, manifestement, le jeu paraît plus ouvert pour l'Europe et plus ouvert pour la France. Après, on est dans ce domaine comme dans beaucoup. Hein, on a une recherche académique d'excellence, un certain nombre de projets entrepreneuriaux qui fonctionnent bien, mais on a beaucoup de mal à passer le cap de l'entreprise leader en France, leader en Europe et leader dans le monde. On connaît tous le sujet. Ça a été le Mintel, ça a été la norme GSM, ça a été... amusé de voir, ça n'a rien à voir, mais il y a un lien en voyant là, le trottoir un peu plus loin rempli de ces vélos libre-service sans borne, hein, les Go, je ne vais pas citer de marque, mais bon. Là aussi, c'est un peu une invention française, hein, le vélo libre-service Vélib, sauf que amélioré par un certain nombre de gens en le mettant à disposition partout sans borne, on a le sentiment que on a repris un coup de retard. Donc on est des inventeurs brillants, quelquefois des chercheurs brillants, on n'est pas toujours des commerçants, des entrepreneurs, on n'en est pas assez, en tout cas des entrepreneurs de talent. Voilà. Je pensais que vous réagissiez, c'est pour ça que je vous laissais la parole, mais sinon... Très bien. Autre question sur l'accompagnement que l'on peut faire. Il y a eu plusieurs interrogations, soit ici, soit dans la salle, sur la capacité et la sensibilité des PME à ces sujets-là. Comment voyez-vous, vous, au MEDEF, cette possibilité d'accompagner, de sensibiliser, de former également, d'implémenter l'IA dans les PME françaises notamment? Là, on se heurte à un énorme problème français qui est, à mon avis, au cœur du problème de notre machine économique. C'est qu'on a finalement trois types d'entreprises. On a des très grandes entreprises ou des ETI qui sont internationalisées, qui sont innovantes, qui sont à la pointe du niveau de performance et du benchmark mondial, dont les marges leur permettent de monter en gamme et qui sont très alertes sur tous les sujets innovation numérique dont l'intelligence artificielle fait partie. À l'autre bout de l'échelle, on a tout le monde des startups françaises. Benoît Grossman était là avant moi. La scène, comme on dit en bon franglais, de la French Tech est assez active. Il y a beaucoup de levées de fonds, beaucoup d'argent, beaucoup de projets. Donc, à l'échelle, en tout cas européenne, on est plutôt bon. Et le trou noir, sont toutes les PME qui forment le cœur des adhérents du MEDEF,
qui se situe entre, on va dire, 50 et 300 personnes, souvent monomarché, monogéographie, avec des marges insuffisantes, et où le problème, c'est de passer le trimestre suivant ou les trimestres suivants, et que la capacité à anticiper, à innover, à se numériser, à traiter des problèmes de transformation presque schumpeterienne du business model est difficile. Moi, je fais beaucoup de visites en territoire. Le chef d'entreprise français, il a bien compris que le monde est en train de changer quelque part. Le business model qui est le sien, quel que soit son secteur, ne sera peut-être pas le même dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et que tout ça est en train de remettre en cause. Mais par où commencer, comment faire, c'est vraiment le problème. Alors il y a effectivement un problème de formation du dirigeant, pour commencer. Il y a un problème de capacité stratégique à attirer des talents pour venir travailler sur des sujets comme ça, dans des PME qui offrent des salaires, des perspectives de carrière qui sont ce qu'elles sont, quand toute l'attractivité pour des gens très diplômés en mathématiques, elle est évidemment pas là. Donc au MEDEF, on s'attache, on a fait beaucoup de choses autour de ça, on a créé un centre de MOOC, on a créé l'Université du numérique, qui est une espèce de session de formation permanente sous forme de cas, c'est-à-dire qu'on prend justement des PME qui ont réussi à se transformer en utilisant le numérique, l'intelligence artificielle, leur relation avec les clients, leur business model, et on fait pitcher ces PME devant leurs pairs, PIRS, pour montrer que c'est pas juste réservé aux super start-upers d'un côté ou aux grands groupes de l'autre. Mais je pense qu'on est au cœur de la problématique française. Si on résume, on a un problème de compétitivité bien connu. Je refais pas, j'allais dire, le discours du MEDEF habituel, mais on a aussi un problème de compétences. Alors là, le gouvernement lance un grand plan formation, donc qui est peut-être une opportunité aussi pour faire monter en gamme les compétences, mais le sujet est immense et le retard est immense. Que dit-on chez vous sur la capacité à faire monter tout le monde en intelligence, en compétences, en savoir? Alors, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement depuis 10 ou 15 ans, c'est que maintenant les étudiants, enfin certains, sont formés à ces technologies. De mon temps, j'allais dire, il y a 25 ans, faire de l'intelligence artificielle, ce n'était même pas une discipline, il n'y avait pas ce terme-là. Donc on faisait des mathématiques appliquées, on faisait de l'informatique. Maintenant, ça fait partie du bagage de l'ingénieur. On ne doit plus être ignorant des techniques de base de l'intelligence artificielle. Un ingénieur qui ne sait pas ce que c'est que la rétropropagation du gradient, visiblement, il a séché les cours. Voilà. Donc il ne sait pas ce que c'est que la rétro c'est l'algorithme d'apprentissage de base en fait qui fait fonctionner la grande majorité de tout ce dont on parle. C'est un algorithme de descente de gradient très simple que l'ingénieur qui sort d'école n'ignore plus maintenant. Il y a un atelier tout à l'heure à 23h45 sur ce sujet. À peu près un quart d'heure pour comprendre l'algorithme, c'est assez simple. Donc ce qui a changé fondamentalement, c'est ça. Et ce qu'on observe, maintenant je travaille dans un grand groupe depuis quelques années, ce qui change aussi, c'est l'attitude des jeunes ingénieurs, des jeunes chercheurs vis-à-vis du monde du travail. Il leur faut des choses qui soient passionnantes, qui soient hyper motivantes. Et ils sont prêts, en tout cas ceux de cette discipline, sont prêts à changer d'employeur tous les ans, tous les 6 mois, à condition qu'on leur propose, que leur futur employeur leur propose un défi plus important. Et donc il faut que tout le monde, les grands groupes, mais aussi les PME, comprennent ça pour offrir, alors pas seulement d'ailleurs en termes de salaire, c'est plus souvent en termes de passion dans le travail, des perspectives qui permettent à ces jeunes qui sont formés, qui sortent d'école en ce moment ou de l'université, qui leur donnent envie de s'investir dans ces nouvelles problématiques à base d'IA ou d'autres technologies d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'IA. Alors un petit exemple ou quelques exemples de chez Veolia, ce qui peut changer pratiquement, concrètement avec l'arrivée de l'IA, ou ce qui a changé déjà. Par exemple, on travaille sur l'énergie, comment faire qu'un bâtiment consomme 15% de moins. Donc ça se fait à partir d'algorithmes de pilotage, de contrôle, qui font appel à des technologies, entre autres d'intelligence artificielle. On parle souvent de smart grid, de gestion intelligente des grands réseaux d'énergie, qui font appel à des sources d'énergie de plus en plus diversifiées et intermittentes. Pour faire ça, on a besoin d'algorithmes avancés, dont en particulier des algorithmes dits d'intelligence artificielle. Donc, en fait, dans tous les métiers, on voit s'introduire des briques technologiques qui, souvent, sont à base de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, qui n'est finalement que de l'informatique avancée. Il y a 20 ans, quand on faisait de l'IA, on disait « je fais de l'informatique avancée ». Ça permettait d'être politiquement correct. En fait, on faisait la même chose, on faisait de l'intelligence artificielle. C'était l'IA de l'époque. Tout à fait. Sur la question de recherche, on a vu qu'en France, je passe la parole peut-être à
à Geoffroy Roux de Bézieux sur la question de la recherche publique-privée. On a vu qu'en France, il y avait les ressources nécessaires, la formation en mathématiques, dans d'autres domaines. Est-ce que là, on peut encore améliorer les choses? C'est le point de départ, de toute façon, du déploiement de l'IA. Je pense qu'en France, on peut certainement améliorer les choses. En général, et en particulier dans ce domaine, on a, je crois que les choses sont assez connues, on a une tendance à travailler en silo, avec en plus une opposition quelquefois presque idéologique entre la recherche, j'allais dire fondamentale, pure et désintéressée, et l'aspect mercantile qu'on peut retrouver dans les entreprises. Alors, il y a un certain nombre de choses qui existent autour des instituts Carnot, etc. Il y a des projets autour de partage de capacité de calcul, parce qu'en intelligence artificielle, la capacité de calcul est presque une ressource rare ou de plus en plus rare. Donc, il y a certainement des choses à faire, mais ça ne résout pas, au fond, moi, le problème que je vois, c'est le débouché commercial derrière. Je reviens juste 2 minutes sur le sujet des GAFA, parce que, quand même, c'est vraiment un sujet très important. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en pleine semaine du Black Friday, Amazon, mois après mois, semaine après semaine, dépasse tous ses concurrents. C'est un système qui s'auto-nourrit, c'est-à-dire plus il y a de gens sur Amazon, plus l'analyse de vos comportements, enfin, de nos comportements d'acheteurs est meilleure, plus la proposition qui est faite est pertinente, plus on achète, plus on nourrit la machine qui elle-même, enfin, les algorithmes, qui deviennent de plus en plus pertinents. Et donc on a un système où le leader prend tout et qui est extrêmement difficile à rattraper. Donc c'est cet échelon commercial qui nous manque en France très souvent et qui ne permet pas d'aboutir à des sociétés qui croissent à la même vitesse et à la même taille. S'ajoute un phénomène quand même qui est important, entre la plaque nord-américaine et le continent chinois, qui sont les deux mastodontes à taille suffisante. On n'a pas vraiment de marché européen, que ce soit d'ailleurs, c'est vrai pour l'e-commerce, c'est vrai pour tous les marchés, il reste encore beaucoup de particularités locales, à commencer d'ailleurs par le marché des données. Alors il y a un règlement qui est en train d'arriver sur la protection des données. Donc quand on commence, on demande à n'importe quel start-upper en France, quand il commence une start-up en France, le passage en Angleterre, en Allemagne, en Espagne est une nouvelle aventure. Frédéric Mazzella vous racontera que sur Blablacar, il a réussi en Allemagne, il n'a pas réussi en Angleterre, il a réussi en Espagne. Enfin, à chaque fois, ça a été un nouveau pari. Donc on n'a pas du tout l'échelle qu'il faut. Et c'est vrai aussi pour la recherche. Chaque pays fait ses projets de recherche dans son coin. Il faudrait qu'on arrive à coordonner au moins tout ça. 2 mots, une petite anecdote pour expliquer que ce sont ces GAFA qui sont en ce moment les leaders de l'IA. Ça s'explique de façon très simple, comme ils ont effectivement un accès direct à nos données comportementales, de notre vie courante, ils savent tout de nous, enfin leurs algorithmes savent tout de nous plus exactement. Ça explique qu'en ce moment ils sont leaders en s'appuyant sur ces technologies. On pourrait croire un peu naïvement que Google a été créé pour être le leader du moteur de recherche, que Facebook est juste un réseau social ou que Amazon est une boutique en ligne. En fait, pas du tout. Mon collègue et ami Patrick Albert, qui intervenait ce matin, le fondateur d'Ilog, les appelle des sociétés d'intelligence artificielle. En fait, c'est ça leur business, c'est l'IA. Et ils ont démarré sur un segment de marché, chacun le leur, mais ils sont en train de s'étendre, on le voit très bien avec Google, on le voit avec Facebook, Amazon, sur des domaines complètement différents, sur la santé par exemple. Mais pas à l'origine. Pas à l'origine. Quand on crée Facebook à l'origine, c'est pas pour ça. C'est très vite. Ce que Patrick Albert pense, et ce que je crois aussi, c'est que très vite, très tôt, ils ont pris conscience que pour atteindre ces objectifs-là, il fallait commencer par collecter les données. Et donc, ils ont trouvé un business qui permet de collecter les données. Et à partir de là, ils s'ouvrent un champ absolument énorme et viennent potentiellement en concurrence à toutes sortes d'acteurs, français en particulier, mais pas seulement. Et c'est une stratégie mûrement réfléchie, tout à fait intelligente, dont la France s'est aperçue relativement récemment, finalement. Je veux dire plus tard que les autres. Plus tard qu'eux, en tout cas. Un peu plus tard que les autres, certains autres. Qui est-ce qui souhaite intervenir sur ce sujet ? Peut-être avoir votre avis, notamment celui de votre association, sur les questions d'éthique, puisqu'on en a parlé depuis ce matin. Cette question est importante. Vous avez dit tout à l'heure que la première grande action était celle
de capture des données, de traitement des données, etc. Donc j'imagine que le pendant de ça, le corollaire de ça, c'est une réflexion sur la sécurisation des données qui va avec. Vous avez dû la mener, celle-ci. Et plus globalement sur l'éthique en général. Alors au départ, notre association n'était pas focalisée sur ces problèmes d'éthique, mais on s'y intéresse évidemment. C'est un sujet d'actualité. Bon, moi, j'estime qu'on est encore loin du danger qu'on imagine ou que certains imaginent autour de l'IA. Ça viendra peut-être dans 50, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas. On est très très loin de l'intelligence artificielle forte, autrement dit une machine non humaine qui aurait conscience d'elle-même et qui aurait une intelligence un petit peu universelle. Vous placez ça à 50, 100 ans comme échéance? Oui, minimum. Ça fait 60 ans que l'IA existe. On en est au balbutiement. Je pense que raisonnablement, on a encore 60 ans à peu près tranquille. D'accord. Mais c'est vrai que certaines choses s'accélèrent. Mais on est quand même loin du danger apocalyptique que certains annoncent pour vendre des livres, par exemple. Mais bon, il faut quand même s'y intéresser, évidemment. Je pense que sur chacun des problèmes attaqués individuellement par l'IA, on peut faire mieux que le meilleur expert humain, ça c'est clair. Maintenant, on est très loin d'une machine universellement intelligente. Mais le premier problème d'éthique qui se pose, évidemment, c'est le danger de remplacer un grand nombre d'employés, d'ailleurs de formations plus ou moins avancées, par des algorithmes. Mais je dirais que ce n'est pas non plus une nouveauté. D'autres technologies ont eu cette conséquence. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres technologies, c'est que le marché de l'emploi évolue. Il faut continuer à se former, on va utiliser la technologie de façon différente. On agit de façon de plus en plus méta, je dirais, sur des choses de plus en plus haut niveau. Et toutes les tâches de bas niveau qui étaient pénibles à faire, y compris intellectuelles, maintenant, sont prises en charge par les technologies. La mécanisation a permis de réduire la pénibilité de certains travaux, il y a longtemps, et l'intelligence artificielle va permettre de réduire la pénibilité de certains travaux intellectuels. C'est la même chose pour moi. Oui, je pense que l'essor de l'intelligence artificielle pose trois problèmes. Il y a d'abord un problème qui n'est pas de domaine éthique, mais quand même un problème économique qui est celui de la concurrence. Ce qu'on a touché, c'est parler de régulation, alors, si vous parlez d'éthique. De régulation et de concurrence. C'est-à-dire que très clairement, le droit de la concurrence habituel qui dit si un marché est ouvert, si on peut rentrer dedans, à partir de là, il n'y a pas de problème de concurrence, ne s'applique pas avec les phénomènes d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut créer un moteur de recherche Internet, mais l'avance prise par Google est telle qu'elle sera très difficile à rattraper. Donc il y a une réflexion sur le droit de la concurrence qui est complètement à revoir. Après, le deuxième problème, il est effectivement celui de la destruction-création. Vous avez raison de dire qu'il y a eu d'autres vagues de révolution industrielle. La différence, quand même, je pense, c'est la vitesse. Certains diraient la brutalité avec laquelle les choses sont en train d'arriver. On a remplacé le paquebot transatlantique par l'avion de ligne, mais il a fallu presque 30 ans. 30 ans, c'est une génération, ça permet aux esprits et aux formations de s'adapter. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans certains métiers, je sais pas moi, les agences bancaires par exemple, une partie très importante des fonctions exercées par les opérateurs des agences bancaires peut être faite par une machine, et pas dans 30 ans, mais dans quelques années, voire maintenant. C'est vrai pour les agences bancaires, c'est vrai peut-être pour les pilotes de bus, pour les chauffeurs de taxi. Donc à partir de là, vous avez un problème d'abord de où se fait la destruction et où se fait la création. Si c'est pour détruire un nombre d'emplois non qualifiés en Europe, pour les remplacer par des ingénieurs en Silicon Valley, ça pose des problèmes de démocratie, de cohérence, de cohabitation, d'acceptabilité sociale, que je pense que les gens n'ont pas encore perçu. Alors encore une fois, tout ça n'est pas nouveau. La révolte des canuts à Lyon en 1700, je ne sais plus combien, enfin un peu avant la Révolution, c'était la destruction d'un robot, en quelque sorte, alors qu'il n'était pas complètement intelligent, mais enfin, le métier à tisser. Je pense que vraiment l'ampleur du phénomène d'un côté et la vitesse à laquelle ça se produit rend les choses compliquées. Moi, je suis plutôt un optimiste sur le fait que ça sera une création de valeur au total et une création d'activité pour les individus. Et puis un dernier point qui me paraît important, c'est une intelligence prédictive, l'intelligence artificielle. C'est un système qui permet de prévoir des comportements et d'adapter des produits. Et ça pose des problèmes éthiques très compliqués. Je prends un exemple très simple, la médecine prédictive, qui est un domaine qui est en plein essor. Moi, j'ai un fils qui est doctorant aux États-Unis là-dessus. Bientôt, on pourra vous dire, alors que vous êtes en bonne santé, que vous avez 50 ans, vous avez 95% de chances
d'attraper un cancer entre 72 et 75 ans, vous aurez un cancer de tel endroit et votre taux de survie sera de tant. Ou vous aurez Alzheimer. Alors, si vous voulez, tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, nous sommes confrontés à la mort, mais on n'a pas envie de savoir quand. On n'a pas envie de connaître ni le jour ni l'heure. Et ça pose des problèmes éthiques, à mon avis, très compliqués. Une petite réponse en guise de conclusion, et puis on va s'arrêter là. Alors, autant je suis tout à fait d'accord sur les 2 premiers points, autant sur le dernier, l'intelligence artificielle n'est pas plus prédictive que les statistiques. Enfin, voilà, là, il n'y a vraiment pas de nouveauté. Aujourd'hui, on a vu ce matin que justement, oui, c'était une des fonctions que de pouvoir d'essayer de prévoir. De faire des modèles qui, quand on les fait tourner, vont proposer comme la météo, va pouvoir proposer les scénarios les plus plausibles d'évolution. Aujourd'hui, on est fiable à 4-5 jours à 80%, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, en météo. Il y a des progrès dans ce domaine-là, mais il n'y a pas de rupture. Après, la médecine prédictive, moi, il se trouve que j'étais entrepreneur dans ce domaine-là, donc je connais bien, effectivement. On est encore très loin de dire à tel âge, vous aurez telle maladie. C'est plus complexe que ça. Mais ça peut dicter la relation entre l'assureur et être extrêmement utile l'assuré. Pour connaître sa sensibilité personnelle à certaines maladies et donc prendre des mesures adéquates suffisamment tôt. Donc il y a toujours un côté très positif. Il faut, à mon avis, éviter de voir toujours et de faire la publicité du côté négatif. Il y a toujours le bon côté des choses et la médecine prédictive va être un facteur d'amélioration de la qualité de vie de millions de personnes absolument indiscutable. Je vous trouve assez peu négatif, au contraire. En revanche, ça n'empêche pas de voir les aspects... lucide, si vous voulez. Je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que j'ai un membre de ma famille qui est sur ce thème-là. C'est clair que la différence, vous me parlez de statistiques, c'est vrai, mais là, la puissance de calcul permet de brusquement, dans le monde entier, de réunir 100 000 cas de cancer ou d'évolution de tumeurs sur lesquels on n'avait pas, et la capacité de calcul permet de faire des prédictions bien sûr. Beaucoup plus lointaines et beaucoup plus fiables. Après, vous avez raison, ça va améliorer le traitement de gens. Et quand vous avez une solution pour guérir, évidemment, c'est une formidable nouvelle pour la personne à qui on le dit. Quand vous n'en avez pas, le serment d'Hippocrate, ça n'est pas de dire « mais monsieur, je suis désolé, je ne peux rien faire », parce que sur 100 000 cas, je peux vous dire, la statistique compte contre vous. C'est quand même plus compliqué à gérer pour le patient, comme pour le médecin d'ailleurs, dans ce cas particulier. Ce que je veux dire, je ne suis pas négatif, je dis juste que ça ouvre des débats éthiques extrêmement compliqués, me semble-t-il. Okay. Bon, je pense qu'on va rester là, parce que si on les ouvre, ça va être assez long. On a chacun plein de questions sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir élargi finalement le débat à la fin.